Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Vous saurez tout sur le baptême des enfants princiers qui se déroulera dimanche en Principauté. Nous parlerons du e-prix de Monaco et de la visite de 3 pilotes à la base de contrôle de Solar Impulse. Vous découvrirez un film, L'âme de la banquise, présenté au musée océanographique. Et enfin, du sport avec en football le choc entre Marseille et Monaco au Vélodrome. Et notre invité du week-end, le pilote Venturi, Stéphane Sarrazin. Et débutons ce journal avec l'événement de ce week-end. Le baptême des enfants princiers sera célébré ce dimanche en la cathédrale de Monaco. Une cérémonie à suivre en direct et en exclusivité à partir de 10h15 sur notre chaîne en compagnie de Sandrine Nègre, de François Chantré, de José Sacré et du Père Kepel. Tout ce qu'il faut savoir sur le déroulement de cette journée, c'est avec Alexandra Pani. 5 mois jour pour jour après la naissance du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, la principauté se prépare à célébrer le baptême des enfants du couple princier. La cérémonie religieuse se déroulera ce dimanche à partir de 10h30 en la cathédrale de Monaco. Le couple princier a souhaité associer les monégasques, les résidents et plus largement les amis de la principauté à cet événement en rediffusant la cérémonie sur écran géant sur la place du Palais Princier. La journée de dimanche débutera donc aux alentours de 10h30 avec l'arrivée du couple princier à la cathédrale par la porte Saint-Nicolas. Tout au long de la cérémonie religieuse seront tirés 42 coups de canon toutes les 3 minutes en l'honneur des 2 enfants princiers. Le prince héréditaire Jacques aura pour parrain et marraine Christopher Levine Jr., le fils du cousin germain du prince, Chris Levine, et Diane de Polignac-Nigra. Quant à la princesse Gabriella, le frère de la princesse Charlène, Gareth Whitstock, sera son parrain, et la sud-africaine Nerine Pinard, une amie proche de la princesse, a été choisie comme marraine. La cathédrale accueillera près de 700 convives pour suivre le décorum établi. Un baptistère a été installé devant l'autel, comme ce fut le cas pour le baptême du prince Albert II. Du côté du programme musical, les petits chanteurs de Monaco prendront part à l'événement. À l'issue de la cérémonie religieuse, leurs Altesses, le prince Albert II et la princesse Charlène, regagneront le palais princier à pied afin d'aller à la rencontre des monégasques et des résidents. Le couple princier remontera donc la rue Belando de Castro, entouré par des groupes folkloriques monégasques, auvergnats et provençaux. La suite des événements se déroulera dans l'intimité au palais princier. Dans le reste de l'actualité, en bref. Vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Michel Roger était à la Maison de France pour commémorer les 70 ans de l'armistice du 8 mai. Au programme, une dépose de gerbes, un discours, le tout en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Rappelons que le 8 mai 1945 marque la capitulation de l'Allemagne nazie et des commémorations ont lieu un peu partout en Europe ce vendredi. Une autre information avec la venue en principauté ce vendredi d'une délégation de 8 journalistes. Ces spécialistes de l'écologie et des véhicules propres ont visité plusieurs entreprises monégasques à l'occasion du e-prix, Protec, Venturi, avec également un passage à l'écloserie de Monaco et dans les stands du e-prix. Et parlons à présent de cette visite qui s'est déroulée en amont du e-prix de Monaco. 3 pilotes de Formule E se sont rendus à la base de contrôle de Solar Impulse pour découvrir cette belle aventure. Le reportage d'Émilie Rousseau. L'électrique avait rendez-vous avec le solaire à l'auditorium Régnier 3 jeudi. Nickelfeld et Stéphane Sarrazin, pilotes de la team monégasque Venturi Grand Prix, et Jean-Éric Vergne de l'écurie Andretti, ont profité de leur présence en principauté pour découvrir le premier tour du monde en avion solaire. Accueillis par le directeur de la mission, Raymond Clerc, les 3 pilotes ont été briefés sur cet engin piloté par André Borchberg et Bertrand Piccard. Toute l'équipe ici, on est très excités. C'est vrai qu'il y a le championnat de Formule 1 que tout le monde connaît depuis longtemps. Et quand on a appris qu'il y aurait un championnat de Formule E avant, ça nous a vraiment fait un grand plaisir, surtout que beaucoup des technologies probablement sont semblables. Et de pouvoir assister à ça, c'est fantastique pour nous. D'avoir ici aujourd'hui aussi une visite avec quelques pilotes, c'est un très beau moment. Nos ingénieurs vont pouvoir répondre aussi aux questions que les pilotes vont poser, donc on est très contents.
Vergne, Sarrazin et Elfel se sont longuement entretenus avec les équipes de Solar Impulse. Le pilote allemand portait d'ailleurs une attention toute particulière aux explications données, lui qui suit l'aventure de l'avion solaire depuis le début. C'est fantastique, comme en Formule E, ils réalisent quelque chose pour la toute première fois. C'est d'ailleurs ça qui m'a motivé à m'engager dans ce championnat. Je pense que Solar Impulse est une autre dimension, une autre échelle. Voler à travers le monde à l'énergie solaire seule, réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est quand même un avion qui vole jour et nuit et qui traverse des océans. C'est très impressionnant et aussi intéressant de voir ces gens passionnés. C'est ce que j'aime dans ce projet de Solar Impulse. L'intensité est la même, aussi bien dans le domaine du sport que dans le business. Nous avons besoin de ce genre de personnes qui ont cette flamme, cette envie en eux de réaliser ce défi. Et c'est toujours intéressant de parler à cette équipe qui a cette flamme. André Borschberg et Bertrand Piccard sont à la moitié de leur aventure actuellement à Nanjing, en Chine. Ils s'apprêtent à réaliser la plus longue étape de ce tour du monde, un vol inédit au-dessus de l'océan Pacifique, direction Hawaï. André Borschberg sera aux commandes, il lui faudra plus de 5 jours pour atteindre sa destination. Le départ est prévu en début de semaine prochaine si les conditions météo le permettent. Un mot à présent sur ce premier film d'un couple d'aventuriers. L'âme de la banquise sera présenté le mardi 12 mai au musée océanographique. Émilie Rousseau a rencontré les réalisateurs quelques jours avant la projection. C'est ici au nord du Groenland, dans un petit village d'une 50aine d'habitants entouré par un désert de glace, que Nathalie et Alain Antonielli ont vécu une aventure humaine exceptionnelle. Et cette aventure, ils ont voulu la partager. Photographes, ils ont troqué leur appareil photo pour une caméra. Pendant près d'une année, ils ont filmé le quotidien d'Olengwak, un des derniers chasseurs d'ours polaires. C'est une histoire authentique d'abord. C'est de dire que au bout du Groenland, dans un endroit complètement perdu, qui est même, on va dire, quasi inconnu des Groenlandais eux-mêmes, vivent des gens et que ces gens ont besoin de la nature pour fonctionner. Et cette nature, aujourd'hui, elle est un petit peu malmenée. Quand on nous dit qu'il y a 20 ans, il y avait 2 mètres d'épaisseur de banquise et qu'aujourd'hui, on a 30 à 40 cm au mieux. Voilà, le message, il est là. Bien sûr, ce n'est pas un film ni scientifique, nous ne sommes que des observateurs, nous ne sommes que photographes. Mais ça nous paraissait important de montrer que notre modèle peut avoir des impacts et que c'est concret. On nous pose souvent la question, mais c'est vrai, vous voyez réellement ceci, vous voyez cela. Donc voilà, c'était montrer la vie et une vie authentique, une vie avec les ressources qui sont sur place. C'est vrai que ça peut choquer, ça j'en suis conscient, mais c'est la vie telle qu'elle a toujours été. Les images présentées dans l'âme de la banquise sont inédites, tout comme l'expérience que le couple a vécue sur place. Ils ont évolué avec les Inuits à leur rythme et au rythme de la glace par des températures souvent extrêmes. C'est sûr qu'il y a des difficultés dues à la température, qui peut être, comme vous le dites, jusqu'à moins 40 on a eu. Et c'est vrai, notamment lors de la chasse à l'ours, que l'on peut voir sur le teaser et sur le film, j'avais les mains gelées et à un moment donné, l'ours est venu à peu près à 1 mètre de moi. Et je pensais filmer et en fait je ne filmais pas parce que j'avais des moufles énormes et en fait voilà, je n'ai pas du tout enclenché la caméra. Mais c'est vrai qu'il y a des conditions très difficiles pour filmer et bon, le matériel tient quand même bien le coup, nous aussi. De leur périple, Nathalie et Alain auront capturé des instants inoubliables, curieux et humanistes à la fois. Ils parviennent à nous rendre familiers ces hommes du bout du monde. A noter que le réalisateur Jérôme Esplat a prêté main forte au couple Antonielli pour monter ce documentaire de 52 minutes. Documentaire qui sera présenté au public mardi 12 mai à 18h30 au musée océanographique. Une dernière information, en bref, ce week-end, le chapiteau de Fontvieille accueille l'exposition canine internationale de Monaco. 1135 chiens sont attendus samedi et dimanche, 190 races seront représentées. 8 juges internationaux seront sur place pour décerner de nombreux prix. Passons au sport et au football. En Ligue 1, 36e journée, Monaco se déplace au Vélodrome dimanche face à Marseille. Un match à enjeu face à un concurrent direct pour la qualification à la Ligue des Champions, Anthony Mikou.
3 matchs à jouer et 5 points d'avance sur ses premiers poursuivants. Si la première place du Paris Saint-Germain et celle de son dauphin l'Olympique Lyonnais paraissent inaccessibles, les Rouges et Blancs, actuels 3e du classement, peuvent faire un grand pas vers l'Europe en cas de victoire au stade Vélodrome. Je crois que c'est un match très important pour nous, aussi pour Marseille. Nous avons besoin de points pour garder la 3e place. Je crois que aussi Marseille a besoin de points pour essayer d'arriver à la 3e place. Pour ça, c'est un match important. En championnat, les joueurs de Leonardo Jardim viennent d'enchaîner 5 succès à l'extérieur et sont invaincus depuis 11 journées. Une bonne dynamique due avant tout à la confiance. L'esprit d'équipe qui règne ici à Monaco nous aide beaucoup. Le fait de gagner nous donne beaucoup de confiance. Le moral est un facteur extrêmement important dans un collectif, donc c'est à nous d'entretenir cette dynamique afin de continuer sur notre lancée. En vue de cette rencontre, Jérémy Toulalan a repris l'entraînement. Le milieu de terrain devrait effectuer son retour dans le groupe monégasque. Lors de la phase aller en décembre dernier, l'ASM s'était imposé face à l'OM grâce à un but du jeune portugais Bernardo Silva. C'est l'heure d'accueillir notre invité du week-end. Il sera sur la piste du e-prix de Monaco ce samedi. C'est un des 2 pilotes du Team Venturi, Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes l'un des 2 pilotes Venturi engagés dans le championnat de Formule E. Les fans de rallye vous connaissent aussi puisque vous étiez sur une Subaru Impreza en WRC. Vous faites également de l'endurance avec plusieurs participations aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? Moi, j'ai la chance de rouler dans plusieurs disciplines, que ce soit le rallye, l'endurance ou la Formule I. Donc voilà, j'aime toutes les disciplines. Du moment où je suis au volant, je m'éclate. Et j'ai la chance de pouvoir le faire au plus haut niveau, donc c'est génial et voilà, j'en profite. Vous n'avez jamais voulu vous spécialiser peut-être soit sur le circuit, soit sur le rallye, abandonner un petit peu les autres? En fait, pas vraiment, je roule beaucoup en circuit, donc je suis spécialiste de l'endurance. Je roule toute l'année, je fais des milliers de kilomètres. En plus de ça, j'aime le rallye, donc pourquoi ne pas le faire? En aucun cas ça ne me dérange. Je pense que c'est que positif puisque ça m'apporte la glisse, l'anticipation et le circuit m'apporte pour le rallye aussi, pour la précision de pilotage. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir faire justement des disciplines complètement différentes et c'est comme ça qu'on progresse. Vous prenez autant de plaisir sur circuit en rallye ou c'est différent? Ouais, c'est complètement différent, mais je prends beaucoup de plaisir. En rallye, c'est plus l'adrénaline. On n'est jamais certain de la route que l'on va trouver. On a pris les notes, mais on n'est pas sûr à 100%. En circuit, c'est la perfection. On freine toujours au même endroit. C'est à l'attaque à 100%. Donc voilà, c'est l'attaque ultime, on va dire. Le rallye, c'est plus du feeling, on va dire. On en garde toute petite marge à chaque fois parce que sinon, on peut taper rapidement. Pour en revenir à la Formule E, comment se sont passés les premiers contacts au début de l'aventure avec Venturi? Les premiers contacts, on va dire que ça s'est bien passé. Ça a été assez difficile au début de comprendre tous les systèmes parce qu'on a pas mal de nouvelles choses. Ne serait-ce qu'il n'y ait plus de bruit puisqu'il n'y a plus de moteur thermique. On doit récupérer l'énergie, donc ça c'était aussi à assimiler. Et bon, le début de saison un petit peu difficile, pas mal de problèmes de fiabilité sur l'auto, mais en termes de performance on a beaucoup progressé, on se bat régulièrement devant on va dire, on a le top 5. Donc maintenant, il faut absolument qu'on arrive à concrétiser nos résultats. Vous parliez de ce début de saison. Sur la première course, votre coéquipier Nick Heidfeld est à la lutte pour la victoire à Pékin. Il y a cet accrochage avec le fils de Prost. Est-ce que vous pensez que vous aurez pu gagner finalement ce premier e-prix de l'histoire? Est-ce que vous pensez que ça a influencé un petit peu les autres résultats sur les 6 premières courses? Que ça aurait pu changer finalement votre saison si vous avez gagné le premier Grand Prix? Nick aurait pu gagner, c'est clair. Ils avaient fait une super course. En aucun cas, ça n'a changé le reste de la saison en fait. C'est juste que la discipline est nouvelle. Beaucoup de teams ont des problèmes. Et bon, nous, malheureusement, on en a eu quand même pas mal. Avec la batterie, avec des systèmes qui n'ont pas fonctionné comme on le voulait, électriques. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, il nous reste 5 résultats. On va essayer de briller sur les 5 en essayant de se battre devant. Dès ce week-end à Monaco, on est à la maison, donc on se doit d'être aux avant-postes. Justement, vous le dites, encore 5 courses, ça fait beaucoup de points à distribuer. Quels vont être les objectifs, on va dire, jusqu'à la fin de cette saison-là? Objectif, la fiabilité.
ne pas faire d'erreur, nous pilotes, ne pas taper, parce que c'est quand même facile de taper puisqu'on est en ville en permanence et c'est très bosselé, à part ici à Monaco où c'est assez lisse. En général, les circuits sont assez défoncés, on va dire. Il y a de grosses bagarres, donc ça tape souvent. Mais voilà, et ce qu'il faut, c'est marquer des points et prouver que Venturi fait partie des top teams et non pas des teams de deuxième partie de peloton, on va dire. Parce que clairement, que ce soit Nick ou moi, on est régulièrement devant, jamais devant à dominer, mais on est dans le bon groupe. On a progressé en tout cas, et surtout dans la compréhension de la voiture. Et voilà, maintenant il faut arriver à concrétiser ces performances. Toutes les monoplaces sont identiques cette saison, ça va changer pour les années à venir. La différence se fait vraiment sur le pilotage. J'imagine que c'est excitant comme ça d'être tout le temps à la bagarre finalement. C'est pas comme en Formule 1 où on a eu un top team avec toujours les mêmes pilotes, on va dire, qui sont en tête et qui se battent pour la victoire. Alors, il y a beaucoup de pilotage, c'est clair, on a tous la même voiture, mais il y a une énorme gestion de la récupération d'énergie et comment est-ce qu'on va utiliser l'énergie allouée par course. Donc là, le team a une importance capitale. Donc c'est comme d'habitude, c'est le team et le pilote. C'est le package qui fait qu'on gagne ou pas, mais on a vraiment beaucoup de choses à apprendre encore de la discipline. On en apprend toujours, tous les jours. Chaque course, on arrive avec quelque chose de nouveau. Donc il y a de grosses équipes de très très haut niveau, que ce soit Dams ou le team Abt, donc Renault ou Audi. Voilà, il y a du très haut niveau et on essaie de se hisser avec eux et je pense qu'on est vraiment tout proche. Dernière question, vous parlez d'apprendre. Le circuit ici à Monaco, il est différent parce que ce n'est pas le circuit traditionnel de F1. Ça va être seulement sur la partie basse. C'est aussi comme ça une composante à gérer d'être sur un nouveau circuit? Ouais, on découvre en permanence. Donc ça, ce sont des circuits qui sont assez courts. Là, ça fait 1,7 km. C'est vite appris, mais je suis ici au simulateur justement pour essayer de l'apprendre déjà dès la première séance, être à bloc, on va dire, à 100% dès les premiers tours, et puis comprendre un petit peu comment est-ce qu'on va gérer l'énergie justement allouée pour cette course-là, puisque c'est à chaque fois différent. Donc voilà, on va s'entraîner ce soir pour être prêt pour samedi. On va vous laisser travailler alors. Merci en tout cas Stéphane. Merci. Quel temps fera-t-il ce week-end? La réponse avec vos prévisions météo. Samedi, jour de e-prix, des nuages dans la matinée, un temps assez ensoleillé en cours de journée. Il fera 17 degrés le matin et 21 l'après-midi. Dimanche, belle journée avec du soleil et une maximale de 22 degrés. Lundi, grand ciel bleu avec une poursuite de la hausse des températures. Et enfin mardi, toujours du beau temps avec un mercure indiquant 23 degrés l'après-midi. Ce journal est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle les deux événements majeurs de ce week-end, le e-prix de Monaco samedi et le baptême des enfants princiers dimanche. Deux événements à suivre en direct sur notre chaîne. À très bientôt sur Monaco Info.